La célébration continue à Bossolo Télévision. Nous tenons la télé en haleine pendant 4 heures du temps pour vous parler de ce que vous devez comprendre et de ce que vous devez connaître du 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, avec le tête d'affiche les gens qui ont milité pour qu'aujourd'hui les Congos deviennent indépendants. L'indépendance de la République démocratique du Congo était acquise dans le texte qui régit la République démocratique du Congo dans son esprit et dans son texte. Aujourd'hui, comme nous venons de parler tantôt de la politique, nous allons parler de la religion, nous allons parler culture, nous allons parler également de ce qui concerne l'économie congolaise 63 ans après. Sur ces plateaux spéciaux Lipanda sur Bossolo Télévision, la même configuration reste. Nous avons le directeur général Israël Motombo, journaliste, mais également Jude Kalombo, journaliste au sein de Bossolo Télévision. Monsieur Samuel Nkoko Kalonda, il est avocat au barreau de Lubumbashi, mais également analyste politique indépendant. Avec lui, nous allons parler de l'évolution administrative sur le point de texte qui régissent la RDC. Vous savez, depuis la conférence de Berlin, la République démocratique du Congo a pris sa partie, mais nous étions régis par une constitution. La constitution a évolué. Nous avons eu la constitution de Luluabourg et puis la constitution de San City. C'est la colonne vertébrale d'une république démocratique, ou soit d'un État qui se veut bien gouverner. La RDC a une constitution, mais également comment cette constitution a pu se comporter durant les 63 ans années passées. Toutes ces questions, nous aurons ainsi l'honneur de parler de ça à banc rompu avec monsieur Samuel Nkoko Kalonda, qui est juriste au barreau de Lubumbashi. Nous vous souhaitons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Guy, encore une fois de plus, merci de m'avoir convié à prendre part à ce prestigieux plateau. Je donne la primeur à M. Israël Motombo, qui pourra peut-être vous donner 2 petites questions par rapport à ce que vous comprenez de la Constitution congolaise. Très bien, M. Kalonda, bonne fête de l'indépendance. Merci pareil. Alors, plutôt avant d'aborder la question liée à la Constitution, j'aimerais qu'on parle quand même de l'indépendance en question, parce que jour pour jour, aujourd'hui nous célébrons le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En tant que Congolais, en tant que patriote, voyez-vous indépendant? Est-ce que vous pensez que le pays est réellement indépendant ou le pays est indépendant que de nom et qui a la même mise extérieure qui continue à coloniser le pays sous une autre forme? Merci beaucoup, M. Israël, pour votre question. Alors, par rapport à la question de l'indépendance, notre pays a accédé à l'indépendance le 30 juin 1960, c'est connu de tout le monde. Mais est-ce que notre pays est-il réellement indépendant? C'est ça votre préoccupation. Moi, je dirais que réellement notre pays est indépendant. Pourquoi notre pays est indépendant? Parce que notre pays est en train de refléter les images de souveraineté. Un élément important par rapport à l'indépendance d'un pays, c'est d'abord la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. Sur ces plans-là, notre pays est indépendant. Mais il y a des éléments maintenant à pouvoir évoquer. Pour être indépendant, est-ce que nous sommes indépendants seulement sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan culturel? Sur le plan politique, oui, nous sommes indépendants. Mais cela ne suffit pas. On ne peut pas prétendre être indépendant sur le plan politique lorsque nous avons des questions économiques que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir gérer correctement. Alors, je dirais que sur le plan politique, oui, nous sommes indépendants, mais la vraie indépendance, elle est économique. Tant que nous ne serons pas en mesure de pouvoir donner cette image d'indépendance économique, lorsque nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes ces questions-là, nous serons toujours dépendants des pays vers lesquels nous disons que nous cessons de subir une certaine colonisation de manière voilée. Très bien. Mais restons toujours dans cette indépendance, puisqu'il faudra faire l'évaluation aujourd'hui. C'est de l'anniversaire, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette liaison, là, la joie. Mais il y a aussi lieu de se poser des questions. Les acquis de l'indépendance 63 ans après, est-ce que vous êtes satisfait de la manière que les choses se sont passées? S'il faut établir les parallélismes par rapport à ce qu'il y a eu avant l'indépendance et par rapport à ce qui se passe après l'indépendance 63 ans après. Comme tout Congolais, M. Israël, nous ne saurons pas dire que nous sommes satisfaits des acquis de l'indépendance à ce jour. Sur le plan politique, d'abord, nous dirons que
avant l'indépendance, tous les acteurs politiques ne cessaient de réclamer l'indépendance. Pourquoi? Parce que l'on pensait que le Congolais était colonisé, le Congolais était marginalisé. C'est à cause de ça que les pères de l'indépendance ont su réclamer cette indépendance sur le plan politique. Mais lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, lorsqu'on a accordé notre pays l'accession à l'indépendance, ces dirigeants, est-ce que ces dirigeants ont été en mesure de pouvoir léguer aux générations qui ont suivi réellement les acquis de l'indépendance? Nous dirons non, monsieur Israël. Nous dirons carrément non. Pourquoi, premièrement? Parce que vous constaterez tout simplement, si seulement nous voulons entrer dans les étapes ou dans le fonctionnement d'un État par rapport à certains secteurs, si nous prenons carrément le secteur, par exemple, économique, nous dirons que le Congo, sur le plan économique, vaut mieux qu'avant l'indépendance. Je dirais totalement non. Sur le plan social, est-ce que nous dirons que les Congolais, avant l'indépendance, vivent mieux que les Congolais à ces jours? Nous dirons aussi carrément non. Voilà pourquoi, de manière claire, je conclurai en disant que les acquis de l'indépendance que nous avons pu obtenir de par nos pères, nous n'avons pas su pérenniser. On n'a pas su pérenniser cette situation. Oui, nous avons pu accéder à l'indépendance. Oui, les pères ou les pionniers de l'indépendance ont pu faire ce qu'il fallait. Mais après, il y a eu une succession d'événements qui n'a pas permis au Congo de pouvoir aller le plus loin possible, comme cela était désiré au début de l'indépendance. Mais qu'est-ce qui était désiré au début de l'indépendance, par les pères de l'indépendance? Les pères de l'indépendance, comme le dit notre hymne national, nous souhaitions d'abord se faire d'un Congo un Congo géant et un Congo grand. Cela était la vision qu'avaient les pères de l'indépendance. Mais cette vision qu'avaient les pères de l'indépendance n'a pas su être correctement canalisée de manière à atteindre un objectif précis. La difficulté, c'était quelle difficulté? Au début de l'indépendance, notre pays se retrouvait au niveau où, sur le plan économique, elle ne pouvait pas facilement évoluer. Pourquoi? Parce que les questions d'ordre économique étaient encore gérées au niveau colonial. Vous avez la plupart d'entreprises au niveau colonial, la plupart d'entreprises après les élections, après l'indépendance, voulais-je dire, étaient gérées par la colonie. Alors, le pouvoir politique ne peut pas fonctionner sans une main économique. Alors, toutes ces difficultés n'ont pas permis aux pionniers de l'indépendance de pouvoir réellement canaliser les idées ou les idéaux qu'ils avaient de manière à faire un Congo géant. Alors ça, c'est une part de responsabilité par rapport à notre ancienne administration coloniale. Mais il y a aussi une part congolaise. Est-ce que nous allons dire que c'est à cause de cette oppression de la colonie que nous n'avons pas su faire de notre Congo un Congo meilleur? Nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas. Il y a aussi une responsabilité politique des acteurs politiques qui a fait que le Congo est là où il est aujourd'hui. Et cela est vraiment déplorable. Voilà pourquoi il serait important qu'il y ait vraiment un sursaut patriotique au niveau de la classe politique, de manière réellement à emmener ce Congo là où les pères de l'indépendance l'avaient souhaité. Jude Kalombo. Est-ce que l'homme congolais, le peuple congolais était prêt à accéder bien évidemment à l'indépendance? Parce qu'il y a une certaine classe qui dit que non, l'indépendance a été bien évidemment provoquée d'une manière précipitée par ces moyens. Exactement, je dirais, est-ce que l'homme congolais était réellement préparé à accéder à l'indépendance? Bon, de manière générale, c'était par rapport aussi à la région. Nous avions eu une difficulté ou un défi, c'était des cadres intellectuels en ces temps-là. Ça, c'est une évidence. La plupart des pères de l'indépendance étaient, pour la plupart, des gens qui n'avaient pas tellement poussé des études très loin. Mais au moins, ils ont pu faire quelque chose, c'était de pouvoir être en mesure de pouvoir arracher notre indépendance. Si seulement nous voyons ce que les pères de l'indépendance ont pu faire par rapport à leur niveau académique, par leur niveau de formation, c'est encore plus grand que ce qu'aujourd'hui, nous, les universitaires, nous faisons de notre pays. Alors, à la question de savoir si réellement c'était par rapport au fait que nous étions prêts ou pas à accéder à l'indépendance, je dirais oui et non. Premièrement, oui. Pourquoi? Parce que nous avions déjà eu certains cadres, quoiqu'ils n'avaient pas une certaine formation. Mais nous avions eu déjà certains cadres. Mais cela n'était pas la difficulté de pouvoir nous empêcher d'accéder à l'indépendance. Mais je dirais non, pourquoi? Parce que aussi il y a une difficulté, c'est laquelle? C'est que la classe politique congolaise n'était pas suffisamment outillée. Peut-être qu'ils étaient préparés, mais ils n'étaient pas suffisamment outillés à faire face à la vie après l'indépendance. Parce qu'il y avait des grandes responsabilités auxquelles nombreux d'entre eux n'étaient pas clairement habitués et qu'ils devaient apprendre. Alors, voilà un peu en demi-mot ce que je peux dire. Ne pensez-vous pas qu'on devrait y aller d'une manière progressive? Aller de manière progressive, ça voulait dire Graduelle pour accéder à cette indépendance totale. Exactement, aller de manière graduelle. Vous savez, il n'y a pas d'indépendance ou des moitiés d'indépendance. L'indépendance, elle est généralement totale. On ne peut pas donner une indépendance en partie. Alors, est-ce qu'il fallait-il préparer les cadres congolais à l'indépendance?
Peut-être c'est ce que vous voulez dire autrement. Il fallait opter un processus. Voilà. Moi, je crois que cela était déjà envisagé. Si nous regardons dans notre histoire, on nous avait parlé du plan Tempel, s'il y avait déjà un plan qui était organisé de manière à pouvoir préparer les Congolais à accéder à l'indépendance en 1985. Mais fort malheureusement, ce plan n'avait pas vu le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un vent de courant d'indépendance qui soufflait presque dans toute l'Afrique et qui n'a pas échappé aussi au Congo en son temps. Alors M. Samuel Nkoko, les textes qui régissent la République démocratique du Congo étant qu'État, sont-ils légaux? Sont-ils adaptés aux réalités du terrain? Ou soit ça doit être révisé? Bon, là, je parle de la Constitution. Vous parlez de la Constitution. 63 ans après, bien sûr. Hein. 63 ans après. Au Congo, nous n'avons pas du tout un problème de texte. Nous avons plutôt un problème d'applicabilité de ces textes. Je parlerai d'abord de quelques actes constitutionnels que nous avons connus. Nous avons vu de 60 à 64, nous avions eu un acte constitutionnel qui avait consacré pratiquement un certain parlementarisme. Alors, mais ce parlementarisme avait mis en difficulté le fonctionnement de notre République. Pourquoi? Parce que nous avions eu un Premier ministre doté de pouvoir, qui pouvait être en mesure de penser pouvoir démettre un président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas voté à un suffrage universel direct. Pourquoi? Parce qu'il était voté à un suffrage indirect. Ceci a créé des crises. Nous allons en 64, nous avons la constitution de Lulabo. Là, en 64, c'est toujours un parlementarisme, mais là où on a mis un accent sur un fédéralisme, ça veut dire sur plus les autonomies des entités fédérées, des provinces. Alors, cette façon-là de gérer aussi la République n'avait pas permis tellement au pays d'avancer. Pourquoi? Parce que vous aviez des entités fédérées qui pensaient qu'ils étaient autonomes ou indépendants du pouvoir central. Ça n'a pas permis tellement aussi à la République de pouvoir fonctionner. Mais de 1964 à 2006, il y a eu plusieurs actes constitutionnels. Nous sommes passés au temps de Mobutu. Le temps de Mobutu, c'était pratiquement un régime présidentiel où le président était doté de tout le pouvoir. Plein pouvoir. Il avait le plein pouvoir. Mais la difficulté de ce régime, c'est qu'il n'est pas adapté au temps actuel. Pourquoi? Parce qu'on accorde au président de la République beaucoup de pouvoirs qui ne le permettent pas, de manière claire, à voir réellement comment le pays pourrait évoluer. Vous savez, un pays n'évolue pas avec un seul son de cloche. Il est important dans le fonctionnement de la démocratie qui est le contrepoids. Et ce contrepoids permet à la démocratie de pouvoir évoluer. Nous arrivons en 2006, notre constitution actuelle, du 18 février 2006. Qui a donné naissance au pluralisme que nous sommes en train de décrire avec 910 partis politiques. Avec 910 partis politiques, comme vous le dites. Bon, ce pluralisme politique, nous l'avions voulu. Nous avons voulu un pays démocratique et dans les pays démocratiques. Est-ce que c'était nécessaire à votre humble avis, d'avoir ce pluralisme des partis? Bon, le pluralisme politique, ce sont pratiquement des éléments qui vont avec la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie en empêchant aux gens de pouvoir s'organiser et de créer des structures de manière à envisager la gestion d'un pays. Multiplicité de propos, des avis, ça dérange aussi la démocratie. Exactement, mais tout ceci peut être encadré. Tout ceci peut être encadré. Est-ce que c'est le cas avec la RDC? Bon, le cas avec la RDC, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un peu... Il y a déjà une loi sur le parti politique qui peine à être appliquée. Pas seulement qui peine à être appliquée, mais c'est une loi qui encadre carrément le parti politique. Aujourd'hui, avoir 910 partis politiques, oui, c'est vrai, on dit qu'il y en a trop. Mais ces 900 partis politiques, ils sont là. Pourquoi? Ils sont là premièrement parce qu'il y a des échéances électorales. C'est lorsque nous voulons nous approcher des échéances électorales que la plupart du temps, nous voyons la naissance de plusieurs partis politiques. Mais en fin de compte, les partis politiques en question qui visent pouvoir gérer la République se retrouvent butés à certaines difficultés. Peut-être que nous en parlerons, liées peut-être au seuil. Ce sont des questions qui viennent juste encadrer cette multiplicité des partis politiques de manière à ce qu'on ait, plutôt que d'avoir plusieurs partis politiques, on a plutôt besoin d'avoir des grands ensembles politiques. Ça permettrait à des partis politiques de pouvoir se fondre dans ces grands ensembles et de manière à ne pas avoir plusieurs idéaux qui peuvent empêcher à certains Congolais de pouvoir adhérer à un parti politique de manière précise. Monsieur Kalonda, qu'est-ce qui dérange aujourd'hui par rapport à cette fameuse constitution? C'est l'esprit qui est derrière la constitution ou ce sont les textes? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que la beauté du texte a toujours été trahie par la réalité sur le terrain. Nous ne souffrons pas des textes, mais plutôt de l'applicabilité. Aujourd'hui, avec cette fameuse constitution, nous avons des courants de pensée, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il faudra modifier la constitution. Il y a des gens qui pensent aussi, et une certaine opinion, qu'il faudra changer cette constitution. Quel est votre point de vue
Devons-nous garder la même constitution, changer l'esprit en modifiant quelques dispositions, ou il faudra carrément chercher à avoir une nouvelle constitution? Quelles sont les conséquences aujourd'hui d'avoir une nouvelle constitution? Est-ce qu'il y aura des conséquences positives pour le pays? Je parlerai du développement, ou des conséquences négatives pour satisfaire un petit groupe d'individus, mais au détriment de tout un peuple. Je dirais encore, est-ce que ça doit être aussi adapté aux réalités? Exactement, une constitution doit s'adapter aux réalités et à la vie en cours dans une nation. Alors, une constitution ne se change pas au gré de vent. Ce n'est pas par coup de baguette machine ou par réflexion qu'on peut s'élever, décider de pouvoir obtenir une nouvelle constitution. C'est le fruit d'un consensus. On ne peut pas s'élever et dire que la Constitution sera révisée comme ça. C'est le fruit d'un consensus. Il y a les forces vives de toute la nation qui doivent s'impliquer dans la question. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il est vraiment opportun d'évoquer la question de la révision de la Constitution et le changement des constitutions? Ça serait très compliqué. Pourquoi? Parce que ça aurait pour idée et pour impression, pour ceux-là qui ne sont pas ténanciers de cette théorie, de pouvoir envisager certains calculs politiques profitable à un certain camp politique. Alors, est-ce qu'il y a lieu réellement de changer de constitution? Les ténanciers de cette théorie pensent que nous devons changer des régimes politiques. On pense que l'actuel régime politique qui est pratiquement un hybridisme entre le parlementarisme et le présidentialisme a montré ses limites. Bon, on ne dira pas qu'il a montré forcément ses limites. Pourquoi? Parce que nous sommes encore une jeune démocratie. Nous sommes une jeune démocratie et tout ce que nous connaissons, c'est pratiquement carrément les pas que connaissent les jeunes démocraties. C'est de l'apprentissage. Pas seulement de l'apprentissage, mais nous allons en grandissant. Nous allons en grandissant. Notre constitution de 2006 a pratiquement à ce jour, nous allons bientôt fêter les 20 ans d'ici 3 ans. Elle a quand même montré qu'elle était en mesure de pouvoir maintenir le socle de la nation. C'est la Constitution, je crois, qui a fait le plus long parcours. Aujourd'hui, est-ce que devrons-nous réellement la modifier ou la changer dans le contexte politique actuel? Ça serait vraiment pas tellement indiqué. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le changement de constitution est l'œuvre d'un consensus. Pour ceux-là qui pensent qu'ils doivent changer la constitution, c'est parce qu'ils pensent qu'il faudra qu'on revienne au régime présidentiel. Mais revenir au régime présidentiel, c'est déjà vécu dans ces pays. C'est déjà vécu. Mais est-ce que le régime présidentiel avait permis à ces pays de pouvoir se développer? Nous avons vécu le régime présidentiel avec Mobutu pendant 32 ans. Le pays était où? Est-ce que le pays s'est réellement développé par rapport à ce régime politique? Moi, je crois que tout ceci, c'est tout simplement, bon, ça fait partie de la vie politique, hein, chacun a ses idées, il les avance, ainsi de suite. Mais l'avancement de notre pays, le développement de notre pays ne passe pas forcément par un changement ou par une révision de notre Constitution. Tout simplement, ce que nous voulons, qu'elles soient appliquées. Peut-être s'il y a de petites révisions, peut-être revenir au second tour, peut-être des petites révisions comme ça, peut-être ça pourrait avoir un sens. Mais fondre cette Constitution pour en sortir une nouvelle et une autre, nous ne savons vraiment pas si seulement cela vaudra la peine. Pourquoi? Parce que l'actuel a pu faire ses œuvres. Cette Constitution nous a donné plus ou moins 4 processus électoraux. Cette Constitution nous a permis à pouvoir avoir une alternance que nous n'avons jamais connue depuis 60, nous pensons que jusque-là, elle vaut encore la peine de pouvoir continuer à militer pour notre... Parce que vous parlez de la Constitution, excusez-moi, M. Gide, peut-être avant de vous céder la parole, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, on me fait déjà signe. Peut-être, apparemment, il y a une sorte de contradiction de votre part. Soit vous êtes d'accord qu'il y ait un changement de la Constitution, soit une modification, parce que vous avez dit que vous ne voulez pas, le Congo n'a pas besoin d'avoir une constitution qui travaille pour l'avantage d'un individu. Il faudra avoir une constitution qui prône pour le bien-être de la population. Cette nouvelle constitution dont vous félicitez ici, qui a duré plus longtemps par rapport à d'autres constitutions qu'on a connues dans le temps, mais cette constitution a favorisé quelques individus. Il y a quelques articles aujourd'hui qui favorisent quelques individus qui prônent même pour la balkanisation du pays. Nous avons reçu quelqu'un qui a démontré qu'il y a des articles, des dispositions constitutionnelles qui... Les Prof Kabissa? Mais exactement, je peux le citer, Prof Kabissa, il a démontré clairement qu'il y a des dispositions constitutionnelles aujourd'hui qui mettent les pays en danger. Je parle de la balkanisation et d'autres explications peut-être qui nous échappent ici. Vous parlez seulement de l'opportunisme. Vous êtes pour ou contre aujourd'hui que nous ayons une nouvelle constitution? Si vous êtes contre, devons-nous garder la même constitution alors que cette constitution met en mal le pays pour son développement? Dire que cette constitution met en mal le pays pour son développement, je dirais que je ne suis pas tellement de cet avis.
Mon avis à moi serait d'abord de maintenir la cohésion nationale au travers de cette Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution est un pacte républicain. La Constitution que nous avons présentement est l'œuvre de tous les Congolais représentés. Ça veut dire, c'est vrai qu'on peut dire que c'était une Constitution de belligérants. C'est vrai que les circonstances qui ont concouru à l'élaboration et à l'adoption de cette Constitution, ce sont ces circonstances-là. Mais jusqu'à ce jour, la dite Constitution continue à pouvoir conduire notre nation. C'est vrai qu'on pourrait tenter une nouvelle expérience, fondre cette Constitution pour mettre une nouvelle, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elle va développer ce pays? Nous n'avons pas de garantie, c'est presque un saut vers l'inconnu. Ce qui serait préférable au stade actuel. S'il y a des dispositions qui peuvent donner lieu à certaines contestations, s'il y a des dispositions qui peuvent donner lieu à certains problèmes, il y a lieu que les personnes qui pensent qu'il y a lieu de pouvoir les réviser se rencontrent dans un cadre politique, puissent évoquer les questions. Et si ces questions peuvent réellement rencontrer l'assentiment de tous les Congolais, la Constitution peut être révisée par les mécanismes qui sont prévus par la Constitution. Mais à l'heure actuelle, fondre cette Constitution pour en sortir un autre ne serait pas tellement indiqué. Pourquoi? Parce qu'on risquerait de briser carrément Parler de la cohésion. Cette cohésion nationale qui est encore fragile en cette période électorale. J'ai dans 30 secondes. Oui, je reviens sur la même question, bien évidemment. Pensez-vous, si nous admettons l'hypothèse selon laquelle il faut révisiter la Constitution ou carrément changer de Constitution, est-ce qu'on peut recueillir l'assentiment de tous les peuples congolais? Bien entendu, on peut bien recueillir l'assentiment des Congolais, c'est par une ratification populaire par voie référendaire. Par voie référendaire, on peut recourir à obtenir l'avis de tous les Congolais pour voir si réellement les Congolais veulent d'une révision ou pas. Voilà. Monsieur Kalonda, vous êtes de ceux qui pensent qu'évoluons d'abord avec la Constitution de 2006. Quels sont les points négatifs ou les articles que vous relevez de la dite Constitution qui ne peuvent pas bien évidemment permettre le développement de la RDC? Quels sont les points ou bien les faiblesses que vous pouvez relever? Bon, au stade actuel, si seulement il y a une disposition que je souhaiterais qu'il soit soumise à une certaine révision, c'est juste la disposition relative aux deux tours des élections. Exactement. Présentement, le mandat du chef de l'État. Ça a été le souhait du président de la République? Bon, oui, nous le souhaitons. Pourquoi? Parce que nous avons besoin maintenant de demander. C'est vrai qu'avant, ça a été révisé en 2010 ou 2011. C'était juste pour des contraintes, pour des raisons de contraintes économiques qu'on a ramené le deux tours à un seul tour. Mais je crois qu'on a tenté une expérience. Maintenant, je crois qu'il est temps. On peut revenir à la normale. On peut revenir à la normale. Question d'accorder un peu plus de maturité à notre vie démocratique. Ça fait partie d'une modification. Samuel Kalonda, juriste et aussi analyste politique indépendant. C'était avec plaisir de passer chez nous dans le cadre de la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, restez toujours avec nous. Le plateau spécial continue. Merci beaucoup.